philosophe qui secoue la France selon Le Point. On le présente aussi comme l'intellectuel le plus populaire de France, mais aussi le plus décrié. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Vous publiez 2 livres, Vivre une vie philosophique, Taureau le sauvage et Miroir du nihilisme, Houellebecq éducateur. Et puis alors dans quelques jours, un 3e livre, cette fois sur Tocqueville. Vous savez que vous écrivez plus vite qu'on ne lit, et à force on va finir par avoir des livres de retard, hein? Oui, j'en ai encore plein à paraître, 2 autres chez Gallimard, 2 autres chez Grasset, voilà, 7 ou 8 dans les 4 mois qui suivent. Faut qu'on suive. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Nous allons parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Commençons donc par hier. Yesterday. Vous êtes l'enfant d'un père ouvrier agricole et d'une mère femme de ménage. Petit, en Normandie, embusqué derrière une haie, vous souffriez de ne pouvoir soulager votre père au dos brisé par le travail des champs. Et je suis resté fidèle à cette image-là, enfin à ces images-là, parce que j'en ai beaucoup d'autres. J'ai connu avec mon père et ma mère des gens taillables et corvéables à merci, qui étaient dociles et soumis, qui travaillaient bien, qui faisaient bien leur travail. Et je me disais ça, je n'oublierai jamais. À 10 ans, vous êtes placé dans une pension tenue par des prêtres salésiens. Je fus l'habitant de cette fournaise vicieuse. Qu'est-ce qui vous a tant révolté dans cet orphelinat ? L'injustice. Et je pense que si on veut comprendre qui je suis et comment je fonctionne, c'est la question de la justice qui se trouve vraiment centrale. Parce que j'y ai subi des punitions collectives. D'abord, il y avait quelques prêtres pédophiles, pas tous, mais quelques-uns. À l'époque, on n'imaginait pas ça possible ou pensable. Donc il y avait toujours cette espèce de terreur sexuelle. On ne savait pas si on n'allait pas se retrouver dans le bureau de tel ou tel. Nous savions, nous, les enfants, qu'ils étaient effectivement des prêtres pédophiles. Et puis c'était la terreur, passage à tabac, espèce de moment comme ça dans l'existence où on se disait mais moi je veux bien être puni si j'ai commis une bêtise. Mais puni quand on n'a pas commis de bêtise, ça rend effectivement extrêmement intolérant à l'injustice. Vous ferez alors des études de philosophie, vous enseignerez dans un lycée technique de Caen pendant 20 ans. Mais en 2002, en réaction au choc du 21 avril, Jean-Marie Le Pen au second tour, vous quittez l'éducation nationale et vous créez l'université populaire de Caen, gratuite, ouverte à tous. Vous parlez de nécessité d'éducation collective. Est-ce que 15 ans plus tard, il suffit toujours de penser, de réfléchir pour lutter contre le Front National? Moi, j'ai fait ma part. Je demande aux gens qui sont critiques de me dire quelle est la part qui aura été la leur. On me dit, mais vous avez vu où en est le Front National aujourd'hui? Je dis, oui, mais vous avez fait quoi, vous? Moi, je suis toujours bénévole, je suis toujours gratuit. On a fait notre travail et on continue de le faire. L'autre combat de votre vie, c'est celui de la maladie de votre compagne. Vous l'avez accompagnée pendant 13 ans dans cette lutte contre un cancer qui a fini par l'emporter. C'est de l'avoir vu souffrir autant qui vous a convaincu d'un droit à mourir dignement? Non, parce qu'on était convaincus de ça tous les deux, du temps de nos santé respectives, je dirais. Et donc, il y a eu effectivement ces années de maladie et on ne pense plus les choses de la même manière. On se dit, quand on est en pleine forme, je ne veux pas être un légume, je ne veux pas ressembler à machin, à bidule, à un tel. Moi, quand ça m'arrivera, si ça devait m'arriver, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Puis un jour, on est dans le cas. Bon, on s'est dit ce qu'on a eu à se dire, Marie-Claude et moi, et puis j'ai fait ce que je devais faire, puisque ça avait été décidé entre elle et moi. J'ai eu simplement la chance de pouvoir lui épargner, de savoir des choses que je ne souhaitais pas qu'elle sache avant de mourir. Je ne souhaitais pas qu'elle sache qu'il lui restait, par exemple, 3 semaines à vivre. J'ai porté ça. Je souhaite effectivement qu'on arrête de poser la question en termes de pour ou contre l'euthanasie, parce que l'euthanasie a lieu dans les hôpitaux. Mais c'est caché, c'est discret, c'est modeste, et ça s'arrange. On voit ça parce qu'on dit oui, d'accord, on va faire ça, mais vous n'en parlez pas, etc. Donc la question, c'est pas euthanasie ou pas, mais euthanasie illégale, avec la jungle et la sauvagerie d'aujourd'hui, ou euthanasie légale. Moi, je souhaiterais que ce soit légal et qu'on permette aux gens qui veulent recourir aux soins palliatifs d'y recourir aussi. Ces dernières années, vous êtes aussi devenu le philosophe star que les médias s'arrachent. Alors parlons maintenant d'aujourd'hui. Vous deviez rejoindre dans les jours qui viennent l'émission politique de Léa Salamé sur France 2 et patatras, ça a capoté. C'est France 2 qui était venu vous chercher? Oui.
Pas mon genre de demander. Il y a eu effectivement des échanges téléphoniques et il était convenu que j'interviendrais de Normandie et qu'une équipe viendrait, qu'on me filmerait chez moi, que je passerais la soirée à regarder l'émission et que je la commenterais comme il était prévu que je la commente. Et puis, il y a une semaine, c'est ça, et mon assistante a dit, bon, alors je vais vous contacter pour le contrat. Et on dit, mais quel contrat? Non, il n'y a pas de contrat prévu. Enfin, qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette là-dedans? Et puis, elle a ajouté aussi, en passant, et puis par exemple, la rémunération. Et là, le deuxième commentaire a été, ah, mais il n'y a pas de rémunération prévue non plus. On vous demandait de le faire gratuitement? Oui. Et donc, j'ai dit à Dorothée, qui gérait ces affaires-là, je dis, on arrête, ça va, on tourne la page, j'ai autre chose à faire. Et on s'est arrêté à ça, voilà. Alors à cela, France 2 répond, nous sommes comptables de l'argent public et devons rester raisonnables sur les budgets. Une source interne de la chaîne fait savoir que vous demandiez 2000 € par émission. C'est le cas? Mais je ne vois pas pourquoi j'aurais demandé une somme, puisque je vous dis que quand on m'a fait savoir qu'il n'y avait pas de budget prévu, qu'il n'y avait pas de contrat prévu, j'ai dit qu'on arrêtait. Pourquoi? Parce que vous étiez vexé? Mais parce que j'en fais une question de principe. Mais c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est la question du principe. J'estime qu'on ne peut pas ubériser le travail intellectuel, surtout dans le service public, parce que l'ubérisation est à la mode, et qu'on pourrait comme ça dire tout le monde va être payé dans l'émission, du technicien, etc. Et c'est normal, hein, évidemment, entendons-nous bien. Mais le philosophe dont on vient chercher l'expertise, tout le monde étant expert aujourd'hui, il suffit d'avoir un compte Twitter pour pouvoir donner son avis. Moi, on vient me chercher, on me demande, vous allez faire ça une fois par mois, sans contrat, hors contrat, et sans rémunération prévue. Moi, quand je vais chercher mon pain, on me dit pas, on vous aime beaucoup, monsieur Onfray, partez sans payer, c'est normal. Mon père disait, toute peine mérite salaire. Le travail intellectuel n'est pas quelque chose dont on doit dire qu'il n'en est pas un. Mais je n'ai pas demandé des cachets, je vais pas donner des noms, mais des cachets dont j'ai entendu parler pour certains. Je vous assure que des cachets dont j'aurais estimé pour moi qu'ils juste étaient obscènes. Aujourd'hui, vous publiez 2 livres. D'abord, Aux passeurs, vivre une vie philosophique, Thoreau le sauvage. Hommage à Henri-David Thoreau, penseur américain du 19e, un libertaire écologiste. Pour lui, il faut refuser les fausses valeurs de la civilisation pour vouloir les vraies valeurs de la nature. Il a effectivement pensé la nature en nous disant « nous avons perdu le lien avec la nature ». Voilà pourquoi nous sommes déboussolés. Voilà pourquoi il y a des névroses, des psychoses, des paranoïas, du narcissisme, des antidépresseurs, des anxiolytiques, autant de gens sur les divans, de l'alcool, de la drogue, etc. Pourquoi les gens sont paumés à ce point? Thoreau dit « retrouvez le sens de la nature ». Quand vous aurez compris les cycles, le jour et la nuit, les saisons, que tout est vivant, tout est mortel et que tout prend sa place dans le cosmos. Le cosmos, en grec, ça veut dire l'ordre, hein. Quand vous aurez compris ce qu'est l'ordre du monde et l'ordre de la nature, quand vous aurez compris quelle place vous occupez dans l'ordre du monde, alors vous allez acquérir une sérénité qui va vous donner le plaisir d'exister. Deuxième livre, Miroir du nihilisme, Houellebecq, éducateur chez Galilée. Alors c'est une étude du livre de Michel Houellebecq, tant décrié, Soumission, une étude à contre-courant du déchaînement médiatique et intellectuel qui avait entouré la parution de son roman à l'époque. Vous le présentez comme un éducateur rendu responsable de la maladie qu'il diagnostique. Oui, c'est ça. Tous les journalistes étaient déjà en train de faire un papier sur un livre qu'ils n'avaient pas lu. Donc ils étaient partis sur cette idée qu'un homme qui écrit un livre sur l'islam, après avoir dit ce qu'il avait dit sur l'islam, et que je ne reprendrai pas, ne pouvait faire qu'un livre islamophobe. Et puis après, on n'a pas lu le livre, et on a fait un grand délire, on l'a même rendu responsable sur France Inter, des événements qui ne manqueraient pas d'arriver, parce que quand on appelle ce genre de choses, évidemment, on crée les événements. Un quart d'heure plus tard, c'était l'attentat de Charlie Hebdo. Donc il y a eu effectivement un délire complet, j'ai voulu dire... Regardez comment on a reçu ce livre, regardez comment on ne l'a pas lu, comment on ne veut pas voir la réalité. Quand Michel Houellebecq disait « regardez cette mécanique qu'il décrit dans Soumission », quand Michel Houellebecq racontait ça, on disait « c'est lui l'islamophobe ». Et vous d'ailleurs, ces dernières années, on vous a accusé de tout. Oui. De faire le jeu de Marine Le Pen, oui. d'être pro-Daesh, d'être anti-migrant, d'être populiste, d'être complotiste. Ça vous amuse ou ça vous afflige tout ce qu'on dit sur vous ? Ça m'afflige pour mon époque et mon pays. Je me dis, on n'est pas capable, indépendamment de moi, quoi. Mais je veux dire, on a des romanciers, on a des musiciens, on a des peintres, on a des cinéastes, on a des gens extraordinaires. Et on devrait les aimer, les soutenir. Emmanuel Macron, lui aussi, vous attaque. Il semble même s'en donner à cœur joie. Bon, il vous rend la monnaie de votre pièce, parce que vous l'avez bien attaqué aussi ces derniers mois. Voici ce qu'il dit de vous. Et des intellectuels aujourd'hui stars. Ils ne m'intéressent pas tellement, ils sont dans les vieux schémas. Ils regardent avec les yeux d'hier, le monde d'hier, ils font du bruit avec de vieux instruments. Ils sont devenus des éditorialistes, des esprits tristes englués dans l'invective permanente. Se faire traiter d'éditorialiste et d'esprit triste par le président de la République, c'est vexant, énervant ou amusant? C'est pitoyable.
C'est pitoyable parce qu'il y a 6 mois, il me courait après, il voulait absolument qu'on fasse des débats, il voulait absolument qu'on fasse un entretien dans Le Point, il voulait absolument qu'on fasse un entretien dans Philosophie Magazine. Ça ne s'est pas fait. Je serais devenu en 6 mois un personnage qu'il ne faudrait plus fréquenter, alors qu'à l'époque il lui fallait absolument des rencontres. Je trouve qu'il est un peu imprudent, en estimant que les seuls philosophes dont il faudrait parler aujourd'hui, ce seraient des morts, comme Ricoeur, ou des vieux, comme Jürgen Habermas, en ce qu'il estime que ses contemporains sont détestables parce qu'ils ne pensent pas comme lui. Mais je n'y vois jamais qu'une petite affaire de narcissisme. C'est un personnage extrêmement narcissique qui estime qu'il faut l'aimer, et que si on ne l'aime pas, c'est qu'on le déteste, et que si on le déteste, c'est qu'on est un méchant, un salaud, un vieux avec des vieux instruments, etc. Il faudrait que ce petit garçon devienne un adulte et qu'il comprenne que quand on attaque le président de la République, à savoir Jupiter, eh bien, on n'attaque pas le personnage, on attaque une fonction, il l'a choisi, il l'a voulu, on attaque aussi quelqu'un qui porte une politique violente et brutale pour les gens les plus modestes. Tous ces gens-là mettent des gens dans une précarité extrême, envoient les gens dans les bras du Front National, et disent ensuite du Front National que c'est la pire des choses. Il y a juste un moment donné où il faut dire, est-ce que les intellectuels ont le droit de faire le travail sans passer pour des vieux qui utilisent des vieux instruments et qui font les éditorialistes, etc., etc. Je vois pourquoi je ne ferais pas l'éditorialiste, il fait le philosophe, lui, de temps en temps. Donc on peut échanger les rôles de temps en temps, mais on peut aussi avoir des intellectuels qui font leur travail, et des intellectuels qui ne sont pas forcément des courtisans. Il a Bogdanov, il a Stéphane Bern, il a des intellectuels. Bon, eh bien, il peut accepter que d'autres intellectuels ne se soient pas ralliés à lui. J'imagine que depuis sa réforme du Code du travail et sa sortie sur les fainéants, ça n'a rien arrangé? Pas plus, pas moins. C'est-à-dire que j'estime que c'est insultant pour nombre de gens. C'est-à-dire que quand il a parlé des illettrés, des alcooliques, des feignants, etc., c'est pas une façon de parler des Français. Oui, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui travaillent pas, il y a des gens qui savent pas lire, etc. Mais on a un devoir, j'aime pas beaucoup le mot, mais j'allais presque dire un devoir d'amour, du moins de compassion. La réforme du Code du travail, elle n'a pas généré une immense opposition en France. Ça vous a déçu? Je crois que les gens sont abattus. D'abord, ils ont estimé que peut-être on leur avait volé leur élection présidentielle. Pour ceux encore qui croient qu'on peut vraiment changer de politique, on change d'homme, mais on ne change pas de politique. C'est la même politique que Hollande. Il était ministre de Hollande, conseiller politique de Hollande. Vous pensez qu'ils sont plus abattus et résignés finalement que révoltés? Et les gens leur demandent leur avis, puis après on leur dit on s'en fout de votre avis. Donc ils disent ça change rien qu'on aille voter ou qu'on n'aille pas voter. Donc ils se disent ce jeu-là ne changera pas notre vie. Que ce soit l'un, l'autre ou un troisième, de toute façon ni Mélenchon ni Le Pen n'arriveront au pouvoir. Ce sera toujours un personnage qui défendra la gauche ou la droite libérale, et ce sera toujours le même monde dans lequel de toute façon on est fort avec les faibles avec les forts. Et là par exemple on fait payer les retraités, on fait payer les gens modestes, on fait payer les gens qui ont des petits contrats en leur disant vous aurez des contrats plus petits encore, pendant que ceux qui font beaucoup d'argent ne sont pas inquiétés par Macron et siens. Êtes-vous aussi de ceux qui trouvent que le gouvernement n'a pas fait son travail aux Antilles, ou est-ce que vous estimez que le côté exceptionnel de cet ouragan explique quelques ratés? L'homme libre que je suis vous dit qu'on accuse injustement Macron sur ce sujet. Je pense que c'est obscène et indigne d'attaquer Macron, d'attaquer Collomb, d'attaquer son gouvernement en estimant qu'il aurait fallu ceci, il aurait fallu cela. Si j'étais un homme de parti, effectivement, je jouerais le jeu du parti en disant c'est pas bien, il aurait fallu prépositionner, comme on dit précédemment, etc., etc. Non, il y a des ouragans, il y a des volcans, il y a des éruptions volcaniques, il y a des tremblements de terre depuis que le monde est monde, puisque c'est le propre de la planète de fonctionner comme ça. Le président de la République n'est pas responsable du trajet d'un ouragan. La météo n'est pas capable de nous donner ce trajet, sauf le jour pour la veille. Et effectivement, il a été pensé un dispositif qui n'a pas été exactement celui qui a été le meilleur sur place, parce que les données météorologiques étaient imprécises. Bon, voilà. En revanche, l'idée d'y aller et puis de dire les images de la com, en disant je prends des petits enfants, je les caresse, il y a un nounours qui tombe, je le prends. Est-ce que la caméra est bien là? J'ai pris le nounours, vous avez vu avec le nounours, je mets la main sur la tête, je mets la main sur l'épaule. Très Sarko. Il est très Sarko là-dessus. Donc je lui reprocherai pas d'avoir mal géré les choses, je lui reprocherais que dans la communication, il en fait un peu trop, et que pour l'instant, le compagnonnage avec Sarkozy devient de plus en plus évident. Alors vous l'homme de gauche, vous n'aimez pas Emmanuel Macron, mais vous n'aimez pas plus Jean-Luc Mélenchon, c'est plus surprenant. Non, parce que Mélenchon défend une gauche jacobine qui n'est pas la mienne. Et il a une passion pour Robespierre que je déteste. Donc c'est toujours une gauche des barbelés, une gauche des miradors. Il a du talent, etc. Mais il met son talent au service d'une cause qui est un peu la sienne, qui est quand même à géométrie variable. Et je trouve dommage qu'il ait l'espèce de monopole tribunicien parce que les médias l'adorent.
Grossièreté, vulgarité, drôlerie, plaisanterie, humour, ironie, cynisme, vacherie. Il est formidable. Il en fait 10 par jour. Ça fait le buzz, ça circule. Il est présent partout. On voit bien effectivement que Macron a besoin de ce genre d'opposition. Ça fait son affaire. Tant que cette opposition elle est purement tribunicienne, c'est formidable pour lui. Entre nous, qui vous fait le plus peur aujourd'hui? Emmanuel Macron, Donald Trump ou Kim Jong-un? Trump est problématique. Il est vraiment problématique. Parce que Kim Jong-un, on voit bien comment il fonctionne, mais je pense que Trump a un problème de nature psychologique, voire psychique. C'est un enfant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se retient pas, c'est quelqu'un qui ne sait pas différer, c'est quelqu'un qui d'un seul coup tweet immédiatement sa réponse, qui n'a pas compris ce qu'était la fonction présidentielle. On est plus que soi quand on est président de la République. Et effectivement, il n'a pas compris que dans une surenchère avec la Corée du Nord, il pouvait arriver des choses un peu problématiques. Oui. Vous avez plus peur d'une guerre nucléaire ou d'un empoisonnement par les œufs? Il faut craindre les deux, parce que de toute façon, on sait très bien que les États-Unis ne fonctionnent qu'avec des guerres, puisque le complexe militaro-industriel les nourrit et les fournit, tous ces gens-là. Donc les bombes, il faut les construire, il faut les balancer, il faut en reconstruire, etc., etc. Voilà pourquoi elle fait des guerres, l'Amérique, depuis autant d'années. Donc effectivement, il faut avoir peur de ça. Ça fait trop longtemps que les États-Unis n'ont pas eu une bonne guerre à se mettre sous la dent. Quant aux œufs, moi je dis depuis très longtemps, et pour avoir perdu ma compagne d'un cancer, je sais effectivement qu'un jour, assez probablement, je ne serai peut-être plus de ce monde, et on découvrira comment, pour le coup, le complexe militaro-industriel était à peu près à égalité avec le complexe aujourd'hui de l'agroalimentaire, pharmaceutique. Il y aura aussi un jour des dangers de la pharmacie qui soigne prétendument mais qui tue beaucoup aussi. Et on commence à le voir avec les laboratoires Servier, ce genre de choses, parce qu'effectivement, il y a une intoxication générale sous prétexte de faire des produits propres. Parce que jadis, nos grands-mères il y avait de la merde de poule sur les œufs, puis encore un petit peu de paille sur le... Ça, c'était la pire des catastrophes qui puissent nous arriver. Sauf que là, aujourd'hui, l'œuf, il est bien propre et bien blanc, et dedans, vous avez un concentré de produits chimiques qui est fait pour vous tuer des générations entières. Et maintenant, parlons de demain. Technologic. Technologic. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour demain? Les attentats, la surpopulation, les catastrophes naturelles ou les hommes en trottinette? J'ai rien contre les tatoués, contre les gens qui font de la trottinette. Je dis juste qu'on pourrait prendre ça comme un symptôme pour notre civilisation dont je pense qu'elle est infantile. Il y a eu le meurtre du père en mai 68, il n'y a plus de père, il n'y a plus que des enfants. Et cette espèce d'infantilisation généralisée qui fait que quand il y a du terrorisme aujourd'hui, la question n'est pas d'où ça vient, mais la question du « ai-je un nounours à portée de la main ? Ai-je une bougie à allumer ?» C'est de l'infantilisation de croire qu'on peut aujourd'hui répondre à la question du terrorisme avec des peluches, avec des bougies, avec des petits dessins sur lesquels on dessine des cœurs, toutes choses qui sont apportées par des adultes. Vous avez failli mourir 2 fois, infarctus et AVC. Vous vous sentez en sursis ou vous vous sentez immortel finalement? Moi je me sens en sursis depuis que j'ai 10-12 ans. Ah oui? Donc, oui. Donc immortel sûrement pas. Alors là non, pas du tout. Je suis pas de ceux qui pensent 20 fois à la mort par jour. Mais j'ai extrêmement conscience de la précarité de toute chose. C'est ce qui fait peut-être un peu ma force. C'est-à-dire je me fous de tout. Et pourquoi 10-12 ans? J'ai été placé dans un orphelinat à 10 ans. Vous rentrez dans un endroit, vous avez vos parents et c'est un orphelinat, et vous êtes dans une file d'attente et on vous donne un numéro. Moi c'était 490. Et je me souviens de la chemise tordue de mon voisin devant moi, et je vois son numéro, là, c'était un numéro de lingerie. Et je me suis dit, eh bien on va plus m'appeler jamais de ma vie Michel Onfray. Et je me souviens très précisément du moment, du lieu, dans la cour, qui était devant moi, ce chiffre retourné sur le col de la chemise, et je me suis dit, ben voilà, je suis plus qu'un numéro. Et donc à ce moment-là, je pense que effectivement, on a peur on meurt, on est mort, on est dans un orphelinat. Des parents qui nous placent dans un orphelinat font la démonstration qu'on est mort, et puis on a un numéro, comme finalement on aura un numéro dans une morgue, quoi. Oui, il y a eu un infarctus, oui, il y a eu un AVC. La troisième fois sera la bonne, que mes ennemis se rassurent, ça finira par m'arriver. Patiente un peu. Et pour clore ces entretiens, je pose une question récurrente. La question deuxième chance. Si vous reveniez sur Terre en sachant ce que vous savez, qu'est-ce que vous feriez de votre deuxième vie? J'irais dans une armurerie pour m'acheter un revolver. Pas de deuxième vie envisageable. Non, je crois pas. Je constate avec le temps qui passe, vous savez, Bachelard avait écrit un très beau livre qui s'appelait La flamme d'une chandelle. Il expliquait comment la chandelle rétrécissait comme ça. Et puis il parlait de la vieillesse.
Alors bon, voilà, je m'en vais dans un an ou deux, j'aurai 60 ans, un an, je sais plus. Et je me dis, je vois en moi, en mon corps, en ma façon de voir les choses, c'est une espèce d'énergie qui n'est plus la même. Elle se quintessencie. C'est plus l'énergie fougueuse que j'avais quand j'avais 30 ans ou 40 ans. Mais en même temps, elle est très concentrée. C'est une autre qualité de lumière. Je parle de moi, hein, pour le coup. C'est une autre qualité de lumière. Et je me dis, bon, bah, ça s'en va vers effectivement cette quintessence, cette concentration de la qualité de la lumière au détriment de la quantité de lumière. C'est ainsi. Je m'approche vers la mort sans grande crainte, sans grande peur. Alors s'il faut revivre pour refaire un trajet en direction de la mort, je suis pas sûr que j'ai forcément très envie. Merci beaucoup Michel Onfray. Moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous, Merci. très bonne journée à tous sur LCI.